Il semble effectivement coûteux de maintenir tout ce matériel militaire et toutes ces troupes. Et comme vous l'avez mentionné avec Gerald Ford, il y a un problème de gaspillage de base. Il faut régulièrement tout remettre en état et faire un peu de maintenance. Mais étant donné qu'il dispose de toutes ces armes, tout en menant une diplomatie prolongée, et cela sans stratégie claire de guerre, quels sont les plans de guerre? Où se ravitaille-t-il? Où, vous savez, se réapprovisionne-t-il en missiles? Ou comment gère-t-il toutes ces différentes questions? Est-ce simplement un manque de planification? On pourrait penser que tout cela aurait été prévu avant une guerre. Les États-Unis ont-ils été pris par surprise par le refus de l'Iran d'autoriser une guerre limitée? Ou bien, ce n'est pas si grave que ça? Eh bien, vous savez, c'est une bonne question, et je pense que nous avons obtenu une réponse partielle à cela tout à fait par hasard lorsque M. Witkoff, l'un des deux plénipotentiaires que le président Trump envoie à travers le monde pour négocier des accords en son nom, a été interrogé sur quelque chose de similaire à ce que vous venez de demander. Ils n'ont pas été très efficaces, évidemment, mais il continue de les utiliser. Et il a dit, « Eh bien, vous savez, nous pensions que lorsqu'il verrait cet énorme renforcement militaire, il capitulerait. » C'est ce qu'il a dit. Donc je pense, dans une certaine mesure, que nous avons affaire à des gens qui ont non seulement une image exagérée de nous, de nous-mêmes, en d'autres termes de l'armée américaine, de son efficacité au fil du temps, de sa capacité de projection de puissance. Vous avez un groupe de personnes qui ne comprennent pas le monde dans lequel elles vivent. Elles ne comprennent pas que, pour l'Iran, la survie à ce stade, face à nous et à Israël, est une question existentielle. Lorsqu'on est confronté à des questions existentielles, on a tendance à se battre jusqu'à la fin amère. Vous savez, Ulysses S. Grant, après la fin de sa présidence, a entrepris une sorte de tournée mondiale. Il s'est arrêté, fait intéressant, quelque temps en Chine et a visité Pékin. Il n'a pas parlé avec l'empereur de l'époque, en réalité c'était peut-être une impératrice, mais il a discuté avec les principaux représentants, chanceliers et ainsi de suite. Et ils lui ont demandé, « Général Grant, dans quelles circonstances devrions-nous, nous Chinois, être prêts à faire la guerre ?» Et bien sûr, à cette époque, la Chine vivait son siècle d'humiliation, lorsque les Européens allaient et venaient sur son territoire, et qu'elle ne pouvait pas faire grand-chose pour l'en empêcher. Et il a dit, la guerre est toujours une erreur, sauf en cas d'humiliation nationale ou de désastre stratégique. En d'autres termes, on ne se bat que lorsque son existence même est en jeu. Eh bien, pour l'Iran, la question est tranchée. Leur existence est en jeu. On ne se rend pas et on ne capitule pas face à des puissances déterminées à vous détruire. Maintenant, on peut revenir sur toutes ces absurdités du genre « l'aide arrive, nous venons », et tous les Iraniens, des millions d'entre eux, vont sauter de joie en disant « S'il vous plaît, bombardez-nous, détruisez notre pays pour que nous soyons libres. » C'est n'importe quoi. Les chiffres avancés sur le nombre de milliers de personnes tuées sont absurdes. La manière dont toute cette affaire est présentée est absurde. Mais le fait est que, si vous êtes Iranien en ce moment, vous avez un choix. Vivre à genoux comme un État subordonné ou sujet de la grande Israël, ou vous battre. Ils vont se battre. Et je ne pense pas que M. Witkoff, le président Trump, M. Kushner ou les autres membres de son cercle rapproché, comme M. Ludnick, comprennent vraiment ce que cela signifie pour l'Iran. Ils ne vont pas se soumettre. Il n'y aura pas de voie intermédiaire entre la paix et la guerre. Si nous les attaquons, ils adopteront une posture de guerre totale et ils s'attendent pleinement à se battre jusqu'à la fin. Je ne pense pas que nous ayons jamais eu cette intention. Je crois que nous avons eu tendance à attribuer à l'Iran les mêmes faiblesses très évidentes que l'on observe dans de nombreux États arabes.
Mais les Iraniens ne sont pas des Arabes. Les Turcs ne sont pas des Arabes. Ce sont de grandes puissances. Si vous pensez qu'ils vont se soumettre à vous sur la base de menaces dont ils connaissent les limites, et ils comprennent très bien quelles sont vos limites, cela n'arrivera pas. Donc à ce stade, je pense que nous sommes surpris. En ce sens, vous avez raison, nous ne nous sommes pas préparés au pire scénario. Plus tôt, vous avez mentionné Huckabee, l'ambassadeur des États-Unis en Israël, et la manière dont il a accordé cette interview à Tucker Carlson, où il expliquait pourquoi Israël devrait essentiellement s'emparer de la moitié du Moyen-Orient, que cela relevait de son droit. Je pense qu'il est raisonnable de supposer que cela effrayait bon nombre des alliés de l'Amérique. Mais comment voyez-vous la disposition des différents alliés des États-Unis à participer, soit en se joignant à l'opération, soit en autorisant l'utilisation de leur territoire pour des lancements, des ravitaillements ou d'autres activités de ce genre? Car j'imagine que chacun a intérêt à faire savoir qu'il ne veut rien avoir à faire avec cela. Même les Britanniques ont suggéré que les États-Unis ne pourraient pas utiliser Diego Garcia. Je ne sais pas s'ils sont revenus sur cette position depuis, mais je suppose qu'il ne coûte rien de faire de telles déclarations ouvertement avant une attaque. Pendant une attaque, en revanche, les choses pourraient changer. Comment voyez-vous la possibilité pour les États-Unis de coopérer avec leurs alliés dans une telle opération? Eh bien, en ce qui concerne les Britanniques, on m'a dit que la RAF envoie ses F-35 pour participer, ainsi que des avions ravitailleurs. Donc c'est peut-être l'un de ces cas typiquement britanniques, ce qui n'est pas inhabituel, où ils veulent montrer une image à leur opinion publique et une autre à nous. Je pense que vous verrez le SAS impliqué, le Mi-6 impliqué, la Royal Air Force impliquée, ainsi que leurs ravitailleurs dans l'opération. Le reste des Européens, probablement pas. Et cela ne doit vous surprendre. Certains diront qu'ils sont lâches, parce qu'ils ont peur des importantes populations musulmanes dans leur pays. Tu sais, cela peut être vrai dans certains cas, mais je pense qu'il y a un autre aspect à considérer. Même si les Européens n'aiment pas les musulmans vivant dans leur pays et préféreraient peut-être les voir rentrer chez eux, ils ne soutiennent pas le meurtre de masse. En d'autres termes, ils ne soutiennent pas ce qui s'est passé à Gaza, ni la manière dont les Israéliens traitent les Palestiniens. Point final. Cela a un impact. Tout ce que nous voyons aujourd'hui remonte à Gaza. L'Iran se considère comme obligé, en tant que pays musulman, de manifester sa solidarité avec le peuple palestinien. Et de plus en plus, le reste du monde arabe suit le mouvement. Donc je suppose que la réponse à votre question est que, mis à part les Britanniques, je ne m'attendrai pas à beaucoup d'aide ou d'assistance, du moins pas de manière ouverte. Il peut y avoir d'autres choses que les Alliés sont disposés à faire, et il y a toujours des discussions au sein de la communauté du renseignement. J'imagine que si des informations sont découvertes à propos d'un système d'armes potentiel que nous ne connaissons pas, ou d'une intention de la part des Iraniens, les services de renseignement partageront ces informations. Je serais très surpris si cela ne se produisait pas. Concernant ces nouveaux systèmes d'armes possibles, c'était d'ailleurs l'une de mes questions aussi. Quelles pourraient être les surprises mutuelles ici? Car les États-Unis et l'Iran pourraient bien avoir des surprises l'un pour l'autre. Je suppose que peut-être les États-Unis et Israël, eh bien ce ne serait pas une surprise s'ils avaient infiltré l'Iran, identifié certaines cibles ou pouvaient déployer des combattants. Mais l'Iran aussi. Quel genre de surprise pourrait-il réserver? De nouvelles armes? Des renseignements provenant d'autres acteurs extérieurs? Car les technologies d'armement elles-mêmes semblent avoir connu une sorte de révolution ces dernières années. Et, eh bien, il ne semble pas probable
que nous assistions au même type de guerre que celle que nous avons vue en juin. Oui, je pense que nous devons examiner plusieurs catégories. L'une, bien sûr, est celle des missiles balistiques de théâtre. Les Iraniens ont livré 500 ou 600 missiles aux Chinois au cours des dernières semaines. Nous ne connaissons pas la composition exacte. En d'autres termes, combien sont des missiles balistiques à moyenne portée hypersonique par rapport à d'autres types. Mais nous savons que la plupart des missiles haut de gamme auxquels les Iraniens ont accès, disons sur 2000, probablement 800 ou 900, seront nos cibles dès le début. Nous aimerions détruire tout cela avant que les Iraniens n'aient la possibilité de les utiliser. La famille de missiles Shahab et d'autres similaires sont hypersoniques. Ils peuvent atteindre 1200, 1300, voire 1400 miles ou plus. Nous ne savons pas s'ils peuvent aller au-delà. En d'autres termes, les portées peuvent être modifiées en ajustant le poids des ogives et la nature de la consommation de carburant du missile. Mais il faut s'attendre à ce que dans un rayon de 1000 miles, ils puissent frapper presque n'importe quelle cible avec une grande précision. Et c'est hypersonique, ce qui signifie que nous ne pouvons pas l'intercepter. Maintenant, il y a de nouveaux missiles fournis par les Chinois qui sont conçus pour couler des navires en mer. Leur portée est plus courte, moins de 180 ou 200 miles, ce serait la portée maximale. Donc encore une fois, on revient à ce dont nous parlions auparavant. Si vous êtes en mer, vous êtes obligé de vous éloigner de plus en plus pour éviter d'être touché par l'un de ces missiles, car il se peut que vous ne puissiez pas vous protéger. Rappelez-vous, les navires autour du porte-avions existent vraiment pour protéger le porte-avions. Ce sont eux qui disposent des missiles de défense aérienne conçus pour détruire tout ce qui arrive. Combien de missiles ont-ils? J'hésiterais à le dire. Mais je suppose que ce qu'ils ont pourrait être épuisé très rapidement. Il faut alors retourner au port pour recharger. Maintenant, revenons à l'aspect chinois de la question. Les Chinois se voient attribuer le mérite d'avoir installé au sol un nouveau radar capable de détecter jusqu'à 700 miles ou plus. Je ne pense pas qu'il s'agisse de miles, je pense qu'il s'agit de kilomètres. Donc on parle d'environ 450 miles, peut-être 500. Je ne sais pas combien de ces radars ils possèdent, ni exactement où ils seront positionnés, mais il est concevable que lorsqu'on examine les trajectoires probables d'attaque pouvant être utilisées par des forces aériennes ou des missiles, ils puissent se concentrer sur les itinéraires d'attaque les plus probables. Maintenant, à quel moment peuvent-ils réellement cibler quelque chose? Même s'ils l'ont détecté, quand est-ce que cela devient une cible exploitable? En d'autres termes, à quel moment peut-on le verrouiller comme cible et le relier à un missile? Je ne sais pas. Je ne pense pas que quiconque le sache pour l'instant. Quel est le degré de précision des performances du radar? En d'autres termes, que peut-on réellement apprendre d'une image radar située à 400 ou 500 milles de distance? Je ne sais pas. Je pense que beaucoup de gens disent « Oh, eh bien, nous sommes fichus maintenant. Les Chinois ont des missiles capables d'atteindre cette zone et d'abattre nos avions avant qu'ils ne soient à portée de lancer leurs munitions. » Souvenez-vous, l'une des choses que nous avions faites la dernière fois, et que nous voudrons sûrement refaire, consistait à voler jusqu'à la limite de la zone de défense aérienne, puis à lancer des missions d'attaque conjointes, des systèmes d'attaque conjoints. En d'autres termes, des missiles conçus pour détruire les défenses aériennes intégrées, les radars et les systèmes antimissiles. Je suis sûr que nous essaierons de faire cela. Mais ce que suggère cette nouvelle capacité radar et ces nouveaux missiles chinois, c'est que nos avions pourraient ne pas s'approcher suffisamment pour larguer leurs armes, qu'ils pourraient en réalité être abattus s'ils s'en approchent trop.
Tout cela reste spéculatif. Glenn, rien de ce que nous affrontons du côté chinois n'a été testé au combat. Nous n'en savons tout simplement rien. Donc, quelle que soit la revendication, elle peut être exacte ou non. Nous allons apprendre, soyons honnêtes. Si ce matériel est aussi meurtrier qu'on le dit, et qu'il a vraiment la portée qu'on lui prête, nous allons apprendre, il n'y a aucun doute là-dessus. Une chose que nous pouvons affirmer avec certitude, c'est que nous allons perdre des gens. Maintenant, quelqu'un a demandé combien de pertes pouvons-nous supporter. Je n'en sais rien. Quelqu'un a dit, eh bien, nous pouvons supporter 10 000 pertes. Cela me semble un peu extrême. Je serais surpris que nous tolérions cela et que nous continuions à nous battre. Le problème ici, c'est qu'il existe plusieurs issues possibles. L'une des possibilités, c'est que nous ne perdions pas beaucoup de monde, mais que nous ayons peu ou pas d'impact sur l'Iran. Je veux dire, c'est envisageable. Que faisons-nous à ce moment-là? Le président Trump peut-il présenter cela comme une sorte de victoire, pas sans une reddition de l'Iran? Ensuite, l'autre issue possible, c'est que nous soyons très efficaces, que nous détruisions une grande partie de la défense aérienne intégrée, mais que nous voyons encore des missiles s'abattre en grand nombre sur Israël, causant des dégâts irréparables et tuant des gens. Comment présenter cela comme une réussite? Je ne sais pas. Et puis il y a celle que je pense la plus probable. Nous subissons des pertes, et Israël subit des pertes. Les Iraniens subissent des pertes, mais nous en souffrons davantage, et les Israéliens de loin encore plus. C'est une possibilité bien réelle. Et je pense que c'est pour cela qu'à Washington, on entend maintenant toutes ces réflexions du genre « Eh bien, vous savez, peut-être devrions-nous envisager une autre approche. Peut-être devrions-nous reconsidérer la situation. » Le problème, c'est comment Trump pourrait-il reconsidérer quoi que ce soit? Il a constamment menacé l'Iran et posé ce jalon. Les Israéliens veulent que l'arsenal de missiles balistiques soit réduit et limité. Les Israéliens ne veulent aucune interaction entre l'Iran et ses alliés dans la région. Ces choses-là n'arriveront pas. Donc la seule chose que le président Trump a dite de manière constante, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires, ce qui est acceptable puisque les Iraniens ont déclaré qu'ils n'en voulaient pas. Mais ensuite, il dit pas d'enrichissement. Nous sommes passés de pas d'enrichissement à peut-être 60%. Eh bien, nous revenons au plan d'action global conjoint qui a été élaboré sous le président Obama. Comment le président Trump peut-il revenir en arrière et réadopter quelque chose qu'il a rejeté lors de son premier mandat? Je ne pense pas que ce soit possible. Donc, la mauvaise nouvelle ici, c'est que nous allons avoir une attaque. Nous allons frapper l'Iran. Et les possibilités que j'ai évoquées sont toutes valables. Je veux dire, elles pourraient toutes se produire ainsi. Et je n'ai pas de réponse définitive à vous donner. And I don't have a definitive answer for you.